C'est la génération radiomobile qui succède à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire qui a commencé dans les années 90 avec le GSM, qui s'est continué dans les années 2000 avec la 3G, le fameux UMTS, et celui qu'on a tous depuis effectivement appréhendé, la 4e génération avec le fameux LTE. Et donc ça s'inscrit dans un cadre mondial de normalisation de ces standards radiomobiles et qui ont beaucoup focusé ces anciens standards sur les usages humains, c'est-à-dire la téléphonie, le web, l'accès à l'information en tout lieu, en tout point, et qui avec la 5G prend une autre tournure de s'adresser à d'autres domaines, notamment des domaines relatifs aux objets et une multitude d'objets pour tout un ensemble effectivement de cas d'usage. Il s'agit aussi de s'adresser à des industries verticales. Les transports, le bâtiment, l'énergie, etc. Ce que ne faisaient pas les autres technologies de réseau mobile. Alors il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été conçus dans la 5G expressément pour améliorer l'efficacité énergétique du réseau. C'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour transmettre un bit d'information. Donc on peut citer par exemple les modes veille, c'est le fait que les équipements s'éteignent quand il n'y a pas de trafic à servir. Alors ça existait déjà avant, mais c'est fait maintenant avec une granularité beaucoup plus fine. On peut aussi citer les MIMO massifs, c'est le fait de mettre énormément d'antennes sur les antennes relais, sur les stations de base, et ça permet également de diminuer la consommation énergétique pour la transmission d'un bit d'information. Autrefois, on envoyait des watts dans une grande direction, et on espérait que l'usager allait récupérer un tout petit bout de ce watt, et 90% était perdu, et un très faible pourcent était récupéré par l'usager. Avec le massif MIMO, on focus l'énergie dans la direction du potentiel usager qu'on veut servir. Donc, quelque part, on a moins besoin de cracher fort, parce qu'on a moins de pertes qui vont dans d'autres directions où l'usager ne se trouve pas. Le protocole est aussi plus sobre, c'est-à-dire qu'on a essayé d'économiser les signaux qui n'étaient pas forcément utiles, pour transmettre moins quand on n'en a pas besoin. Tous ces mécanismes sont soutenus par des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage statistique, qui permettent par exemple de prédire ou d'anticiper les pics de trafic. Au total, on peut estimer que la 5G est peut-être 10 fois plus efficace que la 4G dans les meilleures conditions. Côté radio, mais côté cœur de réseau aussi, grâce au slicing, il y a la possibilité de réserver les ressources, plutôt côté cœur de réseau, juste nécessaires pour servir le moment en question où il y a plus ou moins de charges d'usagers et d'usages qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Le trafic mobile augmente très rapidement et la 5G pourrait accélérer le mouvement en offrant de meilleurs débits, de plus grandes capacités et puis en favorisant de nouveaux usages. Et donc ces gains, même si on utilise moins d'énergie par bit transmis, si on transmet beaucoup plus de bits, on pourrait annuler, voire dépasser les gains d'efficacité énergétique. En plus de ça, il faut déployer de nouveaux équipements qui consomment de l'énergie. Ces équipements vont se rajouter au réseau existant, même si on commence un peu à décommissionner la 2G et la 3G. Tous ces facteurs font penser qu'il y aura probablement quand même une augmentation de la consommation énergétique. La 5G, les réseaux mobiles, le numérique en général, c'est beaucoup de matériel, des antennes, des câbles, des routeurs, etc. Et tout ça, tous ces équipements, il faut les produire. Et bien, à la production, il y a aussi une production de carbone, c'est ce qu'on appelle le carbone embarqué. Et l'ARCEP considère que pour le numérique, par exemple, c'est environ 80% de l'empreinte carbone vient de ce carbone embarqué. Donc toute la production de nouveaux équipements, de smartphones, etc., contient en elle-même une empreinte carbone. Ce phénomène est aussi aggravé par la multiplication des objets connectés, qui sera aussi favorisée par la 5G et l'Internet des objets. Mais on peut aussi citer d'autres impacts dans l'environnement, pas seulement, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Par exemple, la consommation d'eau qui est très importante pour la fabrication des puces électroniques. Il y a la disparition des ressources naturelles. Et puis il y a aussi des impacts qui sont sociaux, géopolitiques. Par exemple, on parle des minerais de sang en République démocratique du Congo pour l'extraction des métaux qui sont importants pour l'électronique, c'est-à-dire le coltan, le nickel, l'étain, l'or, etc. Certains auteurs ou certaines industries mettent en avant les effets positifs de la 5G dans d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'ils avancent le fait que même si la 5G pourrait avoir un impact négatif direct, elle pourrait aider le secteur du bâtiment, le secteur des transports, le secteur de l'énergie à économiser en termes d'empreinte carbone. Parce que tout bêtement, vu que la 5G va vouloir aller vers d'autres domaines, connecter des voitures ou connecter des poubelles dans une ville devenue intelligente, contrôler une voiture intégralement, c'est contrôler sa vitesse, c'est contrôler son énergie.
contrôler le degré de remplissage d'une poubelle dans une ville devenue intelligente, c'est aussi pouvoir permettre d'anticiper et de prévoir exactement quand doivent avoir lieu la desserte de ces poubelles, par exemple. Et tous ces multiples objets que l'on veut connecter, parce que c'est surtout ça, effectivement, à continuer de s'adresser aux humains. Mais on va aussi ouvrir toute une possibilité de milliards et de milliards d'objets que l'on veut effectivement adresser, qui sont individuellement chacun pas très gourmands d'un point de vue d'émis, mais collectivement très gourmands, potentiellement. Mais c'est aussi pour faire en sorte que la facture énergétique indirecte puisse diminuer. Donc l'un dans l'autre, il y a du bonus, il y a du malus, mais quelque part où va s'arrêter la balance, faut espérer qu'elle s'arrêtera du bon côté. Il peut y avoir des effets aussi négatifs au déploiement de la 5G et du numérique en général. Ça peut par exemple favoriser l'extraction des énergies fossiles, gaz ou pétrole. Ça peut favoriser le développement de la publicité qui incite à l'hyperconsommation et qui elle-même induit des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus académique autour de ces questions. Est-ce que les effets indirects sont positifs ou négatifs? C'est quelque chose qui est en débat en fait. On peut quand même remarquer qu'aujourd'hui, le numérique, c'est entre 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et que maintenant, toutes les équipes de recherche dans le monde s'accordent sur le fait que c'est quand même en augmentation d'un point de vue d'impact direct. On peut être aussi sceptique un peu quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé. On voit bien que la numérisation, le développement de ces nouvelles technologies ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années n'ont pas permis d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être qu'elle aurait été plus élevée encore sans elles, mais manifestement, ça n'a pas suffi.